Grâce à l'action menée depuis 8 ans par l'Association des Amis de l'Orgue de Crosne, au soutien de la municipalité et à l'aide de généreux mécènes, Notre-Dame de Crosne possède désormais son orgue. Conçu et construit par Jean-Jacques et Carole Mounier, l'orgue de Crosne est un orgue baroque étendu, sur lequel peut être jouée toute œuvre écrite depuis le XIVe siècle ou toute œuvre improvisée par l'organiste. Il s'est agi tout d'abord de concevoir, de dessiner le plan de l'orgue, en tenant compte des desiderata des commanditaires et des dimensions de l'endroit où il sera installé, dans la partie gauche du transept de l'église. Tout a commencé à Francheville, dans l'atelier du facteur d'orgue. Elle s'est déroulée sur plusieurs mois. Elle a demandé toutes les compétences de menuisier et d'ébéniste du facteur d'orgue. Voilà donc le tenon qui va servir à l'emboîtement dans la mortaise et qui va permettre l'établissement de la charpente complète du buffet d'orgue. Et là vous voyez la rainure dans laquelle va s'enchâsser le panneau. La construction du buffet a commencé par celle de son châssis, par la fabrication des montants et des traverses en bois de chêne et la fixation des tenons, par le façonnage des rainures dans lesquelles s'enchâsseront les panneaux, par la fabrication des panneaux en bois de tremble, opération complexe relevant à la fois de la menuiserie traditionnelle et de la menuiserie d'art. En effet, après le découpage et le façonnage des plaques de bois, il faut les racler, les poncer, les lisser, les emboîter, les cheviller dans le châssis du buffet sans jamais ne rien coller. La phase terminale de la construction du buffet est celle du montage des façades avant et arrière du haut du buffet. Le buffet, dont la hauteur atteindra 4,60 m, renfermera tous les dispositifs mécaniques de l'orgue. Le buffet supportera également 40 kg de tuyaux, dont une partie sera en montre, c'est-à-dire visible de l'extérieur. Les panneaux à plate-bande que vous voyez devant, les façades ornementales du buffet, sont toujours pré-teintés. Pourquoi parce que lorsque le buffet d'orgue va recevoir sa teinte finale, le bois étant vivant, en cas de sécheresse ou de temps très sec, le bois a tendance à se rétracter. Et dans ces cas-là, si ce n'était pas fait, on verrait arriver des traces blanches, des embrèvements qui sont dans les bois qui sont embrévés dans le châssis du buffet. Et ça serait disgracieux partout, vous verriez des traces, des rétractions de panneaux. Le buffet servira aussi de caisse de résonance. Il sera fermé sur tous les côtés, sauf à l'avant, où seront disposés les plus gros tuyaux en métal. Sa construction demande plus de 8 mètres cubes de bois, du chêne de Mayenne et du tremble d'Île-de-France. Voilà comment le tremble arrive de la Syrie. C'est donc c'est un bois brut, voilà. C'est un bois de très belle résistance qui était très utilisé dans toutes les placards de sacristie, tout ça, dans la région parisienne. D'ailleurs, on trouve beaucoup d'appellations de Tremblay, le Tremblay-sur-Maule, le Tremblay en France. D'où vient cet arbre? Alors après, une fois qu'on a choisi nos bois, on reprocède par collage pour les futurs panneaux, pour la largeur des panneaux. Et à chaque coup, on essaye de marier, si vous voulez, les veinages du bois. L'intérêt, c'est de créer des couleurs différentes, de telle manière que le buffet soit, avec l'éclairage de l'église, assez chatoyant et qu'on puisse avoir des différentes manières de regarder l'instrument, ne pas voir qu'un instrument en chaîne, mais un instrument avec des panneaux également en tremble.
À l'intérieur du buffet prennent place ce qu'on appelle les sommiers. Le sommier du grand orgue, le sommier de résonance, le sommier du positif. Les sommiers sont de grandes caisses de bois qui permettent l'accès de l'air sous pression, le vent, aux tuyaux. Devant moi, verticalement, est placé le sommier du clavier de grand orgue et sur l'établi, le sommier de résonance pédale. C'est le sommier le plus important de l'instrument, le plus grand. Ici, vous voyez ce que l'on appelle la gravure, c'est-à-dire l'espace dans lequel le vent sera prisonnier ensuite et pourra faire jouer la note. Ici, l'ensemble s'appelle le barrage. Ici, nous voyons à l'envers le sommier en construction de résonance pédale. C'est le sommier le plus important de l'instrument, le plus grand, comme vous voyez. Ici, les canalisations dans les gravures ont un rôle bien particulier. Elles permettent de partager le vent qui sera admis par la soupape en fonction des familles de registres. Elles divisent le vent qui va servir ces registres-là, puis, s'ils sont ouverts, ces registres-là, et enfin, aller servir les registres du fond, suivant que l'organiste a ou non actionné le registre. Ceci évite la dépression dans la gravure. C'est un défaut inacceptable. La dépression dans la gravure provoque des houpements, c'est-à-dire que le vent est trop élastique et ne donne plus rien, et ce qui fait que lorsque l'organiste demande beaucoup de puissance à l'instrument, on obtient un son haletant qui bouge beaucoup trop, et ce n'est pas acceptable. Voici ici la construction du sommier du positif, troisième clavier de l'instrument. Vous voyez, ce sommier n'a pas été encore équipé comme les autres de ses chapes, ses registres et l'espace supérieur. Et là, vous voyez l'espace qui est réservé à la soupape. Vous voyez ce que l'on appelle la grille, qui est ici plus petite et beaucoup plus serrée que la grille du sommier de résonance qu'on a vu avant. Voici donc la face cachée de l'instrument, puisque ceci après sera intégralement recouvert de parchemin. Seules les découpes des soupapes, qui permettront l'accès du vent dans la gravure, seront ouvertes. Les sommiers de l'orgue de l'église de Crosne comportent la soufflerie intégrée. Alors ce que vous voyez ici est à vrai dire un antiscousse régulateur qui va admettre le vent qui arrivera par cette petite boîte, et par l'intermédiaire d'une soupape qui n'est pas encore posée, permettra au vent de rentrer dans le sommier. Et voyez-vous, c'est un mécanisme très très souple qui est entièrement construit en peau et en bois, et la réaction est immédiate. Un moment très important de la réalisation des sommiers est la fabrication des soupapes. Pour préserver de tout risque de non-étanchéité, chaque soupape est collée sur une peau d'agneau découpée avec le plus grand soin. Chaque soupape est dotée d'un petit axe de laiton, la pointe, qui lui permet de se maintenir sur la laie. Cet étage inférieur du sommier qui est actuellement monté s'appelle la laie. Dans cette laie va rentrer le vent sous pression. La pression est donnée par l'impulsion du soufflet qui se trouve ici, qui est monté directement dans la laie car il s'agit d'un orgue moderne, contrairement aux orgues anciennes où les soufflets sont à l'extérieur. Ici, pour avoir une dynamique, nous passons à l'intérieur la régulation du vent. Vous voyez ici aussi les épingles qui ont pour mission de tenir les soupapes, qui sont actuellement absentes, mais qui fermeront et obtureront ou ouvriront l'accès du vent à la chape. Les soupapes jouent un rôle fondamental. C'est elles qui, actionnées par les touches des claviers, permettent au vent de circuler dans de petits conduits appelés gravures, et ainsi d'atteindre les tuyaux d'une note donnée. Parallèlement à la fabrication des soupapes, s'effectue la fabrication des chapes. Les chapes, longues lattes en bois de chêne, sont vissées sur le dessus du sommier. On a devant moi la chape du futur plein jeu de l'orgue, qui comporte une fourniture de 2 rangs, qui se placera sur un tuyau là, et une cymbale de 3 rangs, 1, 2, 3. Elles sont percées de trous sous lesquels arrive le vent et sur lesquels sont directement posés les tuyaux. Le vent parvient du sommier par ce trou-là et alimente à chaque fois 5 tuyaux.
Pour empêcher le tanin du chêne de se propager dans les tuyaux, il faut effectuer le brûlage des chappes. Après la fabrication des chappes, vient celle des registres. Les registres sont des lattes de bois percées de trous, coulissant sous les chappes. Ils doivent être parfaitement étanches. Mis en correspondance avec les chappes, ils ouvrent et ferment l'arrivée du vent dans les tuyaux. Le vent provient de la soufflerie, dont le débit doit être régulé par l'anti-secousse régulateur. À Crosne, la soufflerie sera installée à l'arrière de la petite chapelle où se tiendra l'orgue et sera reliée à la laie par un tuyau étanche. Afin qu'aucun élément extérieur ne vienne perturber la qualité des sons, chaque trou est cerclé d'un petit feutre qui assure une parfaite étanchéité. Voyons ce qu'on appelle la chape, qui est la partie sur laquelle les tuyaux vont reposer. Donc les trous fraisés qui sont là vont permettre d'accueillir le pied de chaque tuyau. Ici, on voit l'étanchéité qui permet au vent de ne pas aller d'une note à l'autre. Et nous voyons ici les registres qui ont subi un graffitage qui va permettre un coulissage optimum. Quand l'organiste va tirer le registre, les vannes que sont ces registres vont s'ouvrir ou se fermer, voilà, et admettre ainsi le vent de l'épaisseur de la table du sommier au tuyau. Voici ici le troisième sommier de l'orgue de Crosne, le sommier le plus important, qui fait jouer le clavier de résonance pédale. Vous voyez la phase finale des chappes, c'est ce qu'on appelle l'enchappage. Le sommier est terminé pour cette passe-là. Et il ne reste plus qu'à installer dessus toute la tuyauterie. Les tuyaux sont regroupés par jeu. Un jeu désigne l'ensemble des tuyaux produisant le même timbre. La plupart des jeux de l'orgue de Crosne sont constitués de 61 tuyaux. L'orgue de Crosne sera doté de 1073 tuyaux, dont 900 environ seront en métal, les autres en bois. Les tuyaux en bois sont de section carrée, les tuyaux en métal sont de section cylindrique. Les tuyaux sont de dimensions très variées, en longueur, en largeur ou en diamètre. C'est la longueur du tuyau qui détermine la hauteur du son émis. Plus un tuyau est long, plus le son sera grave. Ils sont soit à embouchure, comme la flûte à bec, soit à hanche, comme la clarinette. Un tuyau est composé d'un pied conique et d'une partie appelée le corps. Le pied du tuyau est soudé au corps du tuyau et repose sur la chape du sommier. La fabrication des tuyaux demande beaucoup de temps et de compétences. Je suis en train de préparer le rable pour la prochaine coulée. Le rable doit être absolument lisse, sans grumeaux. Les grumeaux pourraient être très très ennuyeux et faire gâter toute la feuille. Voilà, donc le rable est régulièrement frotté au blanc d'Espagne. Et tout ce qui doit tomber, tombe. Le métal utilisé est un mélange de 15% d'étain et de 33% de plomb fondu. Le métal en fusion est versé sur une table de pierre, dite table de coulée. Cette opération permet d'obtenir des feuilles de métal à partir desquelles seront fabriqués les tuyaux.
Pour chaque plaque, il est déversé sur la table de coulée 3 îlots de métal en fusion contenus dans une sorte de casserole, le godet. La table de coulée, qui pèse environ 1 tonne, atteint alors une température se situant entre 300 et 500 degrés. Entre chaque coulage de plaque, il faut éliminer les impuretés du métal répandues sur la table de coulée, nettoyer le godet d'où a été versé le métal en fusion, récupérer les morceaux de métal non utilisés qui seront refondus pour la fabrication de nouvelles plaques. Qu'on doit réussir une fonte d'étain, eh bien, il faut que le rable, la boîte qu'on voit ici, soit parfaitement nettoyée, qu'il n'y ait absolument aucun grumeau. Des grumeaux seraient tirés par le rable lors de la coulée et pourraient jusqu'à déchirer le coutil tout le long, ce qui serait une catastrophe. Le coutil qui est là est un drap de coutil tendu sur des pierres très épaisses qu'on appelle du chameçon blanc. Et ces pierres parfaitement de niveau doivent chauffer. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 3 feuilles à près de 300 degrés, on peut dire, à peu près pour commencer à chauffer la table. Ouais. Les feuilles d'étain et de plomb mélangés possèdent plusieurs titrages, c'est-à-dire ils sont plus ou moins riches en plomb ou en étain. Pour ce qui concerne l'angle de Crosne, nous avons choisi un titrage d'étain allant de 15 à 35%, qui sera ensuite martelé. Donc ce que vous voyez ici est une feuille en titrage de 35% d'étain. À la surface des plaques apparaissent des fleurs. Ces fleurs sont faites de parties brillantes qui correspondent aux molécules d'étain et de parties mates qui correspondent aux molécules de plomb. Et ce que vous voyez ici est une feuille en 15% d'étain. On voit tout de suite la différence. Voilà. Ces feuilles-là serviront à faire les jeux de flûte et les pieds des autres tuyaux. Ceux-là, les corps des jeux les plus brillants. Le facteur d'orgue détermine sa progression de la tuyauterie au moyen de ce qu'on appelle des diapasons, c'est-à-dire c'est une mesure qui représente la circonférence à plat du tuyau. Et nous allons ensuite reporter cette mesure sur les feuilles d'étain et également la hauteur sonore avec une autre règle, et cela nous donnera le débit des feuilles devenant les corps des futurs tuyaux. Voilà. Alors chaque jeu de l'orgue, là il y a 15 jeux, chaque jeu de l'orgue a son diapason. C'est pour ça qu'on voit ici la montre, le prestan, le larigot du grand orgue, ici la flûte allemande de résonance, la trompette. Et donc ce sont les mesures essentielles qui ont été déterminées dès l'origine de la fabrication des sommiers. La fabrication des plaques se termine par le martèlement de leur surface avec la marteleuse, puis avec une batte en bois. Sur chaque plaque sont dessinés, découpés, à partir de mesures strictes fournies par le facteur d'orgue, son compas à proportion et son diapason, les parties destinées au corps des futurs tuyaux. L'épaisseur des plaques est déterminante pour la hauteur des sons. Les plaques les plus épaisses serviront pour émettre les sons les plus graves, les plaques les plus minces pour les sons les plus aigus.
Voici la préparation des feuilles pour donner le jeu qui s'appelle la flûte allemande, donc qui a la particularité d'être à biberon. Ici, nous voyons les pieds de la flûte à biberon, les corps à plat et les cheminées. On va effectuer un pré-chanfrein sur chaque partie d'étain qui va être destinée à construire un tuyau. Les plaques sont transformées en tuyaux grâce à l'opération de l'arrondissage. Il faut arriver à les arrondir de telle manière que les deux bords ne soient ni trop près ni trop loin pour que la personne qui soude puisse effectuer une petite pression qui rapproche les bords sans que cela n'entame non plus le corps des tuyaux. Avant de commencer la soudure des deux bords du corps du tuyau, il faut protéger les deux bords du tuyau avec une pâte obtenue par un mélange de blanc de meudon et de gomme arabique. La soudure, opération très délicate, se fait en deux temps. Tout d'abord par points sur les bords du corps du tuyau, puis en rejoignant les points. Bientôt, s'alignent, sur différentes étagères, les corps des tuyaux de l'orgue de Krone déjà fabriqués. La montre, la flûte allemande, flûte résonance, larigot, bourdon, etc. L'opération suivante est celle de la fabrication des biseaux, élément indispensable à toute émission du son. Ici, nous voyons cette pièce de plomb, qui est une sorte de lamelle possédant un biseau, donc on appelle le biseau du tuyau. Ce biseau sert pour trancher le vent qui vient du pied et produire le son. Il faut tout d'abord couler dans le moule à biseau le liquide d'étain et de plomb en fusion, ce qui permet d'obtenir une fine plaque de métal. Suivent l'opération de façonnage de la plaque du futur biseau, l'opération de lissage. Ramenez bien d'épaisseur égale.
Le biseau est placé et soudé entre le pied conique et le corps cylindrique du tuyau. On voit que là actuellement les pieds et corps sont en brut, bien qu'arrondis, il reste des coupes brutes, donc maintenant je vais araser le pied et le corps pour pouvoir les mettre en valeur ensemble et pour que ensuite nous puissions obtenir un ajustage. Oh, tu peux y aller, mais fais vite. Maintenant, un corps parfaitement arasé et un pied que nous allons mettre maintenant à l'équerre, à la manière ancienne. Comme ça s'est toujours fait depuis des siècles. C'est-à-dire qu'on va là utiliser la fausse équerre, puisque bien entendu le pied a une conicité. On va utiliser donc tout le traçage qui était fait lorsque la feuille était encore à plat, pour tracer la bouche du futur tuyau. Voilà, le méplat de la bouche. Voilà. Ensuite de quoi le tuyau va donc être passé au blanc d'Espagne et à la gomme arabique, un mélange qui va permettre la soudure à chaud du tuyau. Donc le tuyau est apprêté, il est prêt à être soudé, mais auparavant il va falloir lui mettre son biseau sur le pied et également chanfreiner les côtés pour que la soudure puisse couler comme il faut. On dégrossit les biseaux. Voilà, puis on va les couper. Un point très important lors de la place du biseau, c'est la lumière, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre le biseau et la lèvre inférieure du tuyau. C'est ça qui déterminera la qualité du son. Donc sur une palette, en gros, ça fait 1,5 mm à peu près. C'est par cette lumière que le vent va s'engouffrer dans le tuyau, passer dans le biseau et faire résonner le résonateur, qui est donc le corps du tuyau. Voilà, le biseau est façonné. Ce jeu-là, c'est un jeu qui va être en façade, donc en chamade de l'Orgue de Crosne. C'est le jeu d'ange qui se trouve en pleine façade. Donc il comporte un pavillon très court et également un capuchon. Tout est manufacturé. Le trou que vous voyez au centre, c'est pour permettre au son d'être plus ou moins fort. Au moment de la mise en harmonie de l'instrument, il sera plus ou moins ouvert. Voilà. Et ici, nous avons le noyau et la soudure qui relie le corps pavillon du tuyau à son noyau. Les noyaux de jeu d'ange, donc ils sont bruts de fonderie, ensuite de quoi ils sont fraisés, ce qui permet donc d'obtenir cette fraisure dans laquelle le pavillon va pouvoir être soudé. Les noyaux sont blanchis avec un mélange de gomme arabique et de blanc d'Espagne, frottés énergiquement, et après séchage, cela nous fait une croûte très très résistante à la chaleur. Cette croûte va permettre lors du passage du fer à souder de ne pas fondre évidemment le noyau en même temps que le pavillon, qui serait évidemment un désastre. Alors pour limiter donc l'espace de la soudure, je vais maintenant fraiser un tout petit peu.
Parallèlement, s'effectue le carottage avec le trépan de la pièce où reposeront les tuyaux en chamade, c'est-à-dire les tuyaux disposés horizontalement vers la nef de l'église. Le jeu de chamade, qui est la dulciane, suit également complètement l'ordonnancement de la façade de l'orgue. C'est-à-dire qu'aux extrémités, vous avez les deux pièces les plus graves, les tuyaux les plus longs, ensuite une reprise au centre avec un tuyau assez long qui repart en mitre comme ça. Et en dessous, la barre des petites chamades qui, elle, fait une mitre décroissante comme ça. Donc ça fait un effet visuel très joli qui va compléter la montre du grand orgue. Voilà. Nouvelle opération importante, celle de la fabrication des rouleaux d'abrégés. Les sommiers étant beaucoup plus larges que les claviers, les abrégés permettent de mettre en adéquation la taille des claviers et celle des sommiers, ceci grâce aux rouleaux d'abrégés. Plusieurs opérations sont nécessaires au bon fonctionnement des rouleaux d'abrégés. Il faut tout d'abord les scier, en respectant les mesures établies grâce à la règle d'abrégé. Voilà, donc on voit que ce rouleau-là, la mesure a été reportée là. Voilà, donc on trace et on débite. Il faut ensuite les lisser en les embrasant. Une fois que chaque rouleau d'abrégé a été chanfreiné, on va pouvoir insérer les embouts des deux côtés. Ensuite, sont percés les embouts des rouleaux qui recevront les bras d'abrégé. On va réduire. Le deuxième. On voit que la vergette va relier le D2 par ce bras-là, en bas, et ici correspond bien au D2. Ce qu'on avait vu sur les repères, c'était que il correspondait à l'axage des bras d'abrégé. Donc on va se servir des crapaudines. J'ai ma petite pince aussi, normalement. Les rouleaux d'abrégé sont disposés sur les planches d'abrégé. Aux bras d'abrégé seront suspendues les vergettes qui transmettront les mouvements des touches des claviers jusqu'aux abrégés et de là aux soupapes. Il faut aussi brûler les chapes, comme celle du faux sommier du jeu de flageolet du positif ou celle du bourdon 16 de résonance. On désigne par faux sommier une latte de bois percée d'autant de trous qu'il y a de tuyaux. Placée au-dessus du sommier, elle sert à maintenir les tuyaux dans une stabilité parfaite. Le facteur d'orgue précise que les faux sommiers sont en bois de tremble alors que les sommiers sont en chêne. Et il faut bien sûr vérifier que les tuyaux rentrent bien dans les chapes. Toujours pour éviter les bruits parasites.
la trompette du clavier de résonance, etc. L'ophicléide de 16 pieds, qui est une octave plus grave, une trompette de 16 pieds. Voilà. Ensuite, on passe au grand orgue. On trouve ici la montre et le prestant. Et alors, pour l'organiste, il a juste à tirer le larigot ou la dulciane en chamade qui va venir là. Hein. Ensuite, de quoi au positif, il y a également le fifre, le cornet, le plein jeu et la sous-basse du pédalier. Voilà. Ça, c'est organisé de telle manière qu'il y ait les jeux les plus puissants à droite, les plus colorés à droite, et les jeux de fond ou les jeux de base de l'instrument de l'échelle sonore à gauche. Ce qui permet à l'organiste, après, de ne pas chercher sans cesse par clavier et par registre des jeux qui se trouveraient agencés d'une manière, disons, peu pratique. Et lors d'un concert, par exemple, c'est un vrai casse-tête. S'effectue la pose d'un contrepoids en plomb et en étain sur chaque touche du clavier de résonance. Auparavant, il faut percer les trous des contrepoids et procéder à l'opération de lissage. Le 6 mai 2012 sera marqué par l'arrivée de l'orgue, démonté, dans l'église de Crosne, et le début de son installation dans la chapelle gauche du transept. Tout d'abord, tous les éléments protégés par du plastique sont disposés avec précaution sur des chaises, dans la nef de l'église, notamment les différents éléments en bois qui constituent le buffet. Suit l'installation des échafaudages qui permettront de travailler jusqu'au sommet du buffet. Commence la peinture des différents panneaux. Vient la pose et l'ajustement de l'encadrement du soubassement du buffet. Le buffet est prêt à recevoir les deux autres sommiers, les claviers, le pédalier, la console, ainsi que les 1073 tuyaux. Après l'installation de la partie haute du buffet, se déroule le travail de finition du buffet. Les dernières installations et les derniers réglages s'effectuent par la pose sur le plancher du haut du buffet, les 15 moteurs de registre ainsi que les plaquettes informatiques. Les moteurs de registre et les plaquettes informatiques permettront la combinaison des registres.
Voilà. S'effectue maintenant la préparation des équerres et leur fixation sur le sommier de résonance. Autre opération indispensable et délicate, la préparation de petits écrous de cuir et de petits feutres, les mouches, qui prennent place sur les fils d'abrégé. Auparavant, les fils d'abrégé ont été filetés sur un petit étau au moyen d'une filière. Le petit, là, t'as dû toucher une boursette, là, elle est redescendue. Il me manquait la boucle qui était remontée dans le trou de la boursette. Ah ben voilà. Waouh, quel exploit. Et maintenant la soupape se décroche dessus. C'est pas grave. Voici l'installation de la boîte expressive. Ce caisson, installé à l'intérieur du buffet, est doté sur sa partie antérieure d'une série de lames de volet mobiles, actionnées par une pédale à bascule, appelée pédale d'expression. L'utilisation de la boîte expressive s'est développée au cours du XIXe siècle pour permettre l'interprétation des grandes pièces symphoniques, notamment les chorales de César Franck. L'organiste dispose d'une boîte expressive pour enfermer les jeux du clavier de résonance, qui pourront être très sonores, qui permet à l'organiste, au moyen d'une pédale, d'actionner ce système, d'avoir le son piano, mezzo ou forte. D'ailleurs, c'est presque impeccable, là. Là, ici, voilà. Lui, il est déjà quasiment. Et voilà.
il faut aussi vérifier la bonne arrivée du vent. C'est le rôle du postage qui tient compte des 3 cm de dénivellement du sol. On assiste à la première mise en vent de l'instrument, c'est-à-dire la pression à caler, les tuyaux, et on entend les premiers sons. Voilà. Il faut aussi façonner l'ouverture des bouches des tuyaux. Opération déterminante pour la musicalité de l'orgue. Succède à l'installation de la boîte expressive la pose des tuyaux en montre. Voilà, stop. Voilà, tu bouges pas. Viennent ensuite l'installation de l'abrégé de résonance aux côtés de l'abrégé du grand orgue. L'installation des vergettes qui relient l'abrégé de résonance aux soupapes par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les équerres. Ce sont ces tuyaux qui permettent au vent de parvenir jusque dans les tuyaux en chamade. L'orgue est fixé au mur de l'église. Cette opération empêchera l'orgue de vibrer, mais signifie aussi que désormais l'orgue appartient à la commune de Crosne. La préparation des supports des tuyaux en chamade se poursuit. L'un des grands moments de l'installation de l'orgue dans l'église est celle de l'installation de la console et des claviers. Après l'installation de la console, se fait celle de l'abrégé du pédalier. Vient le moment de relier
tous les éléments à la mécanique des claviers, de relier les fils des claviers au fil de l'abrégé du pédalier. Sol dièse, il faut vérifier. Il faut vérifier. Je sais. Ah mince, j'ai tout le. Mais ça gêne pas. 4, 5, 6, 7. Voilà. Moi, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Le tuyau, il veut pas rêver. Mais ça, en fonction de l'hygrométrie, etc., ça arrive forcément. C'est un choix, Ce balancier-là, est-ce que tu peux intervenir et le desserrer, s'il te plaît? À la commande. Top, voilà. Parfait. Ah, là, c'est la soupape. Le C4. Là, c'est impeccable. Le pèse-vent permet de mesurer la pression du vent dans les sauniers. Lâche. Rejeu. Détermine l'harmonie de l'ordre, l'harmonisation de l'ordre. On commence par le jeu de ce qu'on appelle le principal ou la montre. Comme son nom l'indique, ça peut se faire que sur place. Ça dépend de l'acoustique de l'édifice, etc.
Voici le moment de l'installation du sommier du positif dans le buffet. J'assiste. Les différents jeux sont mis en action grâce au moteur, dit du tirage des jeux. L'installation du sommier du positif est complétée par celle des porte-vents. Les porte-vents permettent la circulation du vent entre le ventilateur et le sommier. Voici maintenant la phase d'harmonisation d'un jeu d'anches, la dulciane en chamade. C'est très complexe. C'est pas donné. Faut avoir un peu de métier. Le facteur d'orgue procède tout d'abord à la découpe d'une languette de laiton, à son façonnage et à sa courbure. La courbure est ce qui permet d'obtenir le son recherché. Puis, le facteur d'orgue place l'anche dans le tuyau, en ajuste le coin, effectue le montage de la languette sur l'anche avant de terminer par la mise en place de la rasette, qui permet, elle, l'accord du tuyau.
À chaque sommier est attribué un fil de couleur. Le rouge pour le positif, le noir pour le grand orgue, le vert pour le sommier de résonance. Les chiffres inscrits sur les tirants de registre indiquent la hauteur en pieds des tuyaux. Par exemple, montre 8 signifie que la hauteur du tuyau est de 8 pieds, un pied équivalent à 30 cm 48. Autre travail important, celui sur les calottes des tuyaux, par exemple celle du bourdon 16 du clavier de résonance. Il n'est pas accordé? Non, il n'est pas accordé, mais parce que je vais le renforcer un peu et l'accorder. Mais il n'a pas tout à fait le même timbre que le sol. Tandis que sa collaboratrice joue les notes au clavier, le facteur d'orgue règle les sons graves, les sons aigus, avec son accordoir. Cinquième ré, troisième rang, voilà. Maintenant, le facteur d'orgue revérifie les jeux du clavier de résonance. L'installation de l'orgue de l'église de Crosne est terminée. Mais il faudra plusieurs mois et plusieurs réglages pour que l'instrument donne entière satisfaction à son fabricant et offre aux interprètes et aux auditeurs un son correspondant à la puissance, à la musicalité prévue et attendue.